Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Est-ce que c'est vrai que quand on a une scoliose, on n'a pas le droit de faire du sport? Et est-ce que c'est vrai que la scoliose rend notre dos plus faible? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur le Sideline Dr Stéphane Parent, chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie du rachis au CHU Sainte-Justine. Alors, sans plus tarder, on commence. Dr Parent, qu'est-ce que c'est la scoliose? La scoliose, la réponse qu'on donne habituellement. On peut y aller en cœur. Oh, oui, la scoliose est une déformation tridimensionnelle. La colonne vertébrale. Mais c'est parce que les gens, dans le temps, avant qu'on étudie ça un peu plus, on appelle ça une déviation latérale de la colonne. Puis on s'est aperçu avec le temps, puis avec les études, que c'était vraiment la colonne qui était non seulement déviée, mais aussi tournée dans l'espace. Fait que c'est vraiment une déviation. Il y a un aspect de la scoliose qui tourne, fait qu'il y a une rotation dans l'espace. Puis la cage thoracique et les vertèbres sont déplacées dans l'espace. Fait que c'est une déformation de la colonne vertébrale. OK, intéressant. Puis dans un même ordre d'idée, il y a une autre pathologie que nous, on voit souvent dans nos jeunes sportifs, le spondylolisthésis. Qu'est-ce que c'est, ça? Spondylolisthésis, ça vaut beaucoup de points au Scrabble. Le spondylolisthésis, c'est une combinaison de deux mots qui sont d'origine grecque, mais spondylo qui veut dire vertèbre, puis listhésis qui veut dire glissement. Fait que c'est vraiment une vertèbre qui glisse par rapport à l'autre. C'est habituellement centré sur L5, S1, mais c'est aussi chez la population plus adulte, on va voir ça entre L4 et L5. Aussi. L5, S1, ça veut dire quoi, ça? Ah oui, excuse. Fait que la L5, S1, ça, c'est la cinquième vertèbre lombaire qui glisse par-dessus la première vertèbre du bassin, qui est le sacrum. Fait que le sacrum s'est attaché aux deux ailes iliaques, ça forme le bassin. Puis le sacrum, lui, il est fixe dans l'espace. Puis L5, c'est la cinquième vertèbre juste qui est au-dessus, puis elle glisse par-dessus. OK, intéressant. Peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, notre grande question, et nous, ce qu'on entend toujours un petit peu à gauche, à droite, c'est quand des jeunes qui disent « ben moi, je peux pas faire de sport ou certains sports, j'ai une scoliose. » Ouais. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Pas grand-chose. La majorité de nos patients se font encourager à plutôt faire l'inverse, à être très actifs. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la clinique avec cette première idée-là qu'ils peuvent pas faire de sport, qu'il faut arrêter, que c'est à cause du tennis, que c'est à cause de la natation qu'ils ont cette déformation-là. Puis c'est complètement... Il y a beaucoup d'études qui ont essayé de montrer qu'il y avait un lien, mais qu'il n'y en a jamais eu. Là. Fait que il y avait les joueurs de tennis qui pensaient qu'il y avait les joueurs de volleyball, tous les sports qui étaient plus dominants à un bras. Ouais. Les gens pensaient qu'il y avait un lien avec les scolioses, puis finalement, il n'y a jamais eu de lien entre les deux. Les parents et les enfants nous demandent souvent, est-ce que c'est important, est-ce que je peux continuer à faire du sport? Fait qu'il y en a qui sont plus actifs que d'autres, puis qui disent, ben moi, je veux pas arrêter mon sport, fait qu'on les encourage à continuer, mais il y en a qui essayent de se trouver l'excuse de pas faire de sport, puis ils ont une scoliose, puis ils se disent, non, c'est pas vrai, il faut que tu continues à être actif. Donc, il y a vraiment pas de limitation. Dans la période, fait qu'on va parler éventuellement de traitement, là, mais dans la période post-opératoire immédiate, là, il y a une certaine zone où on va demander de diminuer les activités ou de les modifier, mais sinon, on mais juste les garde une actifs. Scoliose comme ça? Non. Une scoliose juste comme ça, il n'y a aucune limitation. Donc, si on a un tempérament plus sédentaire, au contraire, on encourage les jeunes à faire du sport, à trouver quelque chose, n'importe quel sport. Oui. Puis si on est un sportif de haut niveau, par exemple, il n'y a pas de limitation. Non. Zéro. Puis moi, j'ai la chance de traiter plusieurs patients qui ont eu soit des carrières, qui ont continué leur carrière malgré leur scoliose ou qui éventuellement ont été opérés puis qui ont continué à avoir des carrières même à un très haut niveau. Fait que j'ai jamais eu de limitation par rapport à ça. Donc, avoir une scoliose, ça ne veut pas dire fin d'une potentielle carrière professionnelle? Non, mais on peut, certainement pas. Puis on peut aussi ajuster les moments de l'intervention par rapport à la carrière du sportif. Fait que si un sportif est en plein milieu d'une carrière, disons qu'il est au collège américain, puis qui est sur une bourse, puis il est sur un grant, puis tout ça, puis
il a besoin de faire son sport, on peut ajuster le traitement par rapport à ça. OK. Autre question. Est-ce que la scoliose cause de la douleur au dos? Non. Mais ça, c'est une réponse qui n'est pas facile parce que beaucoup de gens ont mal au dos. Dans la population générale, là, c'est 80-85% qui vont avoir un épisode significatif de douleur qui habituellement veut dire, pour les adultes, ça veut dire un arrêt de travail ou un absentéisme. Fait que 85%, c'est quand même pas mal de monde. C'est à peu près la même proportion chez les patients qui ont des scolioses. Fait que les gens qui disent c'est à cause de ma scoliose, là, on est obligé de leur dire c'est probablement juste plus à cause que tout le monde a mal au dos. Là. C'est plus le singe qui a décidé de se lever 5 milliards d'années, ce qui est responsable de la lombalgie, là, c'est plus lui qui nous fait ça. Fait que ça, c'est plus dans ce sens-là. On est plus, c'est la sédentarité, le fait qu'on est dans des êtres humains, on est debout. On néglige de faire travailler nos abdominaux. Fait que nos abdominaux, c'est ce qui fait qu'on est capable de se tenir debout de façon prolongée sans avoir mal au dos. Fait que c'est ça qui est plus le problème. OK. Puis ça met aussi l'accent de bouger parce que quand tu bouges, tu es plus stable au niveau musculaire. Puis ça réduit quand même les douleurs lombaires. Beaucoup. La sédentarité, c'est probablement un des plus gros problèmes. Puis on peut toujours faire une minute de médecine sociale et préventive, mais pas fumer, puis bien manger. C'est des affaires qui sont relativement simples, mais si on s'en tient à ça, qu'on a des bons abdominaux, qu'on fume pas, puis qu'on n'est pas sédentaire, normalement, on n'a pas mal au dos. Okay. Normalement. Parfait. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est ou les questions qui sont posées, est-ce qu'il y a des sports où, on en a parlé un peu tantôt, là, mais dans la littérature, est-ce qu'il y a des sports qui peuvent vraiment déclencher la scoliose ou l'aggraver? Il y avait beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, puis ils n'ont jamais fait de lien. Fait que les joueurs de tennis avaient été à un moment donné suspectés de ça. On a quand même quelques nageuses synchronisées, les danseuses de ballet, mais c'est pas. On pense pas que c'est. On pense plus que c'est une question de morphométrie. Puis je connais une professeur qui avait travaillé sur le sujet. Les travaux du docteur No nous avaient fait réaliser ça sur la forme du patient. Là. Donc, est-ce qu'on est plus ectomorphe, endomorphe, mésomorphe? Fait que tous les patients qui sont un peu plus longilignes ont plus tendance à avoir des scolioses que les patients qui sont très musculaires. Tout ça. C'est pas une association directe. On en a des patients qui sont plus musculaires qui ont des scolioses, mais habituellement, là, une grande jeune fille, puis ça atteint plus les jeunes filles pour les courbes plus importantes. Là, fait que les patients qui ont des scolioses, ces patients-là, la typonymie, là, c'est habituellement une grande jeune fille qui est assez mince. Puis ça va avec justement la majorité du type de morphologie pour certains sports. Donc, c'est pas tant le sport, mais plus le type de morphologie qui est préconisé dans le sport. Puis avec les sports où il y a plus de charges, mettons l'haltérophilie et tout, qui met quand même beaucoup de charges sur la colonne vertébrale, est-ce qu'il y a eu des études qui avaient été faites là-dessus? Il y en a qui ont été faites pour les spondylolisthésiques. Fait que ça, puis ça, c'est pour ça que les haltérophiles, on a tendance à attendre qu'ils soient plus matures du point de vue squelettique avant d'embarquer vraiment dans vraiment le powerlifting puis tout ça. Là. Puis le deadlift, puis les arrachés, les épaulés arrachés, là, ou les épaulés, là, pour qu'ils puissent vraiment lever le poids. Puis c'est quand ils font l'hyper-extension au niveau du dos puis qu'ils se mettent en dessous. Cette zone-là, s'ils font ça de façon régulière à un certain âge, il peut y avoir plus de problèmes. Mais c'est pas... je pense pas qu'il y a d'études qui étaient faites pour montrer qu'il y avait plus de problèmes de ce point de vue-là. Mais les joueurs de football, les linemen, il y avait une histoire par rapport à des gymnastes qui avaient plus de spondylolisthésis. Fait que des mouvements répétés en hyper-extension forcée peuvent amener à avoir des spondylolisthésis. Mais pour les scolioses, ça, il n'y a pas vraiment de différence. Mais intéressant parce que ça aussi, les spondylos, ça nous intéresse. Au baseball, il y a des recommandations de nombre de lancers pour un petit peu diminuer les blessures de surusage au coude. Est-ce que ça existe des recommandations comme ça? Je pense pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Prochain sujet. Prochain guidelines qu'on va faire un samedi matin. Mais oui,
je pense que probablement que ça devrait être fait, mais je pense que encore une fois, l'âge à laquelle, puis là, c'est peut-être différent dans les high school américains, mais l'âge à laquelle nos jeunes commencent à jouer au football est peut-être un peu plus, et pas à un âge qui sont aussi, c'est aussi intense en bas âge. Mais quoi que ça devient... Ça devient plus populaire, peut-être qu'il faut faire attention. L'âge diminue de plus en plus. Puis c'est souvent des recommandations qui sont recherchées, soit par les parents, ou on pense aussi aux coachs, aux entraîneurs. Est-ce que le fait de commencer à lever des poids plus élevés, plus jeunes, va faire en sorte qu'ils se rendent plus loin? Peut-être que c'est quelque chose qui serait à préciser dans un futur. C'est certainement. Oui, super intéressant, mais j'ai pas cette information. OK, pour un prochain podcast. Oui, c'est ça. Excellent, on garde ça en tête. Oui. Puis là, si on retourne un petit peu à la scoliose, je suis une jeune de 12 ans, je viens d'apprendre que j'ai une scoliose, on me réfère en orthopédie à Sainte-Justine. À quoi dois-je m'attendre en clinique ou en termes de prise en charge? Bon, premièrement, c'est une visite qui va durer un certain temps. La première visite, c'est habituellement 1h30 à 2 heures, juste parce qu'on veut faire vraiment le tour de plusieurs choses, mais on va prendre une radiographie, on va examiner la patiente, on va s'assurer que du point de vue neurologique, on pense... Parce qu'une scoliose idiopathique, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on ne sait pas la cause. Fait que pour s'assurer que c'est vraiment une scoliose idiopathique, on fait certains tests, certains examens à l'examen physique ou certaines manœuvres à l'examen physique qui vont nous dire, est-ce que le patient est normal du point de vue neurologique ou pas? Est-ce qu'il y a des signes sous-jacents ou des trucs qu'on peut voir au niveau de la peau? Est-ce qu'il y a des taches café au lait là, qu'on voit dans les neurofibromatoses, qui est une cause haute de scoliose, qu'on peut diagnostiquer. S'ils ont des asymétries au niveau des réflexes, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de la moelle épinière qui peut causer une scoliose. Après ça, on va prendre une bonne historique. Est-ce que les douleurs est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des douleurs la nuit? Est-ce qu'il y a un changement dans le poids récemment? C'est quoi les habitudes de vie? Puis après ça, on fait une radiographie. Puis après ça, la scoliose, les gens vont être comme rapidement amenés dans une de 3 catégories de traitements possibles. Fait que les traitements possibles, si on veut embarquer là-dedans, c'est souvent l'observation, les corsets pour les enfants qui sont en croissance, puis pour les déformations un peu plus importantes, on va parler de chirurgie. Fait que dépendamment quand est-ce... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'observation? C'est un drôle de traitement, ça? C'est un drôle de traitement. On va se faire regarder. Fait que il y a certains patients qu'on sait qui n'auront pas nécessairement d'évolution de leur scoliose. Puis ça, c'est des patients qui sont habituellement soit relativement matures ou qui n'ont pas des courbes très, très importantes. Fait que plus on a une courbe qui est petite, plus c'est fréquent. Ça, c'est la première des choses. Des courbes petites sont plus fréquentes que des grosses courbes chirurgicales. Fait que, quand on regarde, là, habituellement, là, les chiffres qu'on donne, là, c'est à peu près 1 à 3 % vont avoir une scoliose dans la population générale. Mais c'est à peu près une fois sur 1000 à 5000 patients qui vont avoir besoin d'une chirurgie. Fait que c'est relativement rare une chirurgie, mais une scoliose, c'est relativement commun. Fait que si on a une petite courbe, dépendamment de l'âge qu'on a, mais souvent, on va juste faire de l'observation. Puis de l'observation, ce que ça veut dire, c'est revoir le patient à intervalles plus ou moins réguliers selon sa maturité squelettique. Fait que s'il est immature, on veut s'assurer que ça ne devienne pas une plus grosse courbe. Puis si c'est un patient qui est relativement mature, là, on va peut-être faire 1 ou 2 contrôles puis lui donner congé. Mais si c'est une scoliose qui est petite, puis que le patient est encore en croissance, là, on va le voir aux 6 à 12 mois, dépendamment où il est dans sa croissance. Puis on va essayer de voir comment ça évolue. Donc, il y a un gros lien entre le statut de maturité squelettique et la prévision de l'évolution. Oui, beaucoup. Plus on est jeune, plus c'est incertain par rapport à l'évolution. Puis est-ce qu'il y a des facteurs qu'on peut évaluer pour prédire si une telle personne que sa scoliose va progresser versus une autre? Y a-t-il des indices? Il y a des indices. Je regarde encore le Dr. No. Dr. No a fait un doctorat là-dessus. Mais l'idée générale, c'est que quand on regarde la littérature plus ancienne, qu'avant les travaux du Dr. No, Dr. No et moi, là, on a travaillé ensemble là-dessus. Juste moi. C'est ça, juste toi. Ce qu'il y avait comme indice, c'était comment en gros c'est ta scoliose quand on se présente, puis
où on est dans notre maturité puis quel type de courbe c'était. Fait que si c'était une courbe thoracique, une courbe lombaire, ça pouvait évoluer un petit peu différent. Si on était très jeune puis qu'on avait déjà une grosse courbe, ben les chances qu'on se rende à une plus grosse courbe étaient plus importantes. Fait que ça, c'était les affaires qu'on utilisait habituellement. Puis quand on regardait, c'était comme on pouvait prédire ce qui se produisait dans à peu près 50% des cas. Fait qu'on on avait raison dans 50% des cas, mais il y a un autre 50% qu'on se trompait. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit des choses qu'on peut mesurer lors de la première visite. Quand on prend les radiographies, on a des technologies maintenant qui nous permettent de reconstruire ces images-là en 3 dimensions, puis d'aller mesurer certaines choses. Puis on a parlé de la rotation. Tantôt, on a dit, la rotation, c'est super important chez les scolioses. Fait que si on a une rotation relativement importante, qui est déterminée par une mesure relativement simple, qui s'appelle le plan de déformation maximale, ce paramètre-là, par lui tout seul, vient prédire une meilleure prédiction par rapport à qu'est-ce qui va se produire. Fait qu'il y a une meilleure prédiction. Et après ça, il y a d'autres angles. Il y a la forme des disques. Est-ce qu'ils sont très inclinés? Est-ce qu'il y a beaucoup de wedging dedans ou de déformation dans le disque? Puis comment ces rotations-là viennent s'intégrer. Mais là, on travaille, nos travaux de recherche sont très axés là-dessus pour dire comment on peut mieux prédire. Présentement, la prédiction s'est améliorée. Elle n'est pas encore 100% parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on va introduire dans l'historique du patient qui vont venir affecter ça, dont les corsets. Fait que les corsets, si un patient met son corset ou met pas son corset, ça va avoir un immense impact sur l'évolution. Fait que si on est en train de prédire l'évolution, ben ça peut avoir un impact. Oui. Là, on introduit le mot corset ici. Là. Oui. Tantôt, vous en avez un petit peu parlé. Là. Il y avait l'observation. Puis le deuxième, c'était le corset. Oui. C'est quoi un corset? C'est comme un corset comme dans l'ancien temps qu'on laisse en arrière? Non, pas tout à fait. Les corsets, ça a beaucoup évolué. Les corsets sont c'est des outils qui sont faits par des orthésistes. Fait que c'est une orthèse qui vient s'appuyer sur la surface externe du patient. Fait que ça vient appuyer sur le corps. Il y a différents types de corsets. Quand on présente sur ça, on a souvent des noms de villes américaines ou des noms de villes de France. Là, fait que des Milwaukee, des Charleston, des Boston. Fait que c'est souvent, nous on les connaît sous ces noms-là, mais c'est souvent parce que ça origine de cette zone, de cette région-là. Mais les concepts sont un petit peu différents. Fait qu'il y a des corsets. En gros, là, les idées derrière ça, c'est qu'un corset qu'on appelle typiquement un Boston, qui est un TLSO, Thoracolumbar Sacral Orthosis, fait qu'une orthèse thoracolombaire et sacrée. Tout le tronc. Qui fait tout le tronc, mais qui ne prend pas la région du cou. Fait que ça, c'est typiquement ce qu'on appelle, ce qu'on réfère à un Boston, là, mais c'est un TLSO. Mais ça va venir faire un appui sur le corps, puis ça vient corriger avec des appuis de façon active, pas active, mais passive. Ça va venir faire une correction sur le patient. Puis ça vient corriger la scoliose quand on le porte. Fait que c'est important de le porter. Fait que on s'est aperçu que quand on le prescrit, on dit, on aimerait ça. Notre objectif, puis là, je vais faire attention parce que c'est un podcast, là, mais notre objectif, c'est que le patient le porte le plus souvent possible. Fait que la prescription, elle est faite pour 23 heures sur 24. L'objectif, avoué, là, c'est qu'il porte le plus souvent possible, mais idéalement plus que 18 heures. Okay. Si on est dans une zone entre 18 et 20 heures, là, on sait que nos résultats sont excellents. Mais sont excellents, sont mieux que si on le porte moins, mais il y a des études qui ont montré qu'on pouvait aller maintenir la scoliose dans à peu près 75 à 80% des cas. Fait que c'est comme maintenir. Puis la meilleure chose qu'on peut faire avec un corset, puis ça, c'est tout le temps une discussion qu'on a avec les parents aussi pour qu'ils comprennent bien. Le mieux qu'on peut faire, c'est arrêter la progression. On ne change pas la scoliose, on ne peut pas la corriger. On la corrige dans le corset, mais c'est le mieux qu'on peut faire si un patient se présente. On prend un chiffre, là, mais 30 degrés à sa première visite, on dit il y a beaucoup de croissance devant toi, on devrait peut-être faire un corset. Fait que le corset, on va l'appliquer. Fait que ce 30 degrés-là, le mieux qu'on peut faire, c'est le maintenir. Fait qu'on peut éviter la progression, puis on va accepter jusqu'à 5 degrés de progression pour dire que ça n'a pas progressé. Mais si on est si on arrête la progression, bien, nous autres, on sait que dans le corset que le patient, ça va être mieux que ça. Ça va être peut-être un 15-20 degrés, mais quand on va arrêter le corset à terme, quand il va avoir fini sa croissance, si on est en bas de 30-35 degrés, on va être satisfait d'avoir
arrêter la scoliose. OK. Fait que, dans le fond, pour un jeune patient qui tombe dans cette catégorie-là, qui va avoir le traitement par corset, ça doit quand même être un certain choc. Je veux dire, comme porter ça pratiquement tout le temps, puis ça me semble pas minimalement... bref, c'est quand même une grosse orthèse. C'est énorme. Mais c'est énorme, mais puis en même temps, premièrement, nos patients s'adaptent à ça, mais c'est pas facile. C'est un challenge parce que, bon, premièrement, la scoliose idiopathique de l'adolescence, on va le souligner, ça arrive durant l'adolescence. Fait que c'est une période de la vie qui est peut-être pas facile. Puis on est en adaptation, une transformation physique. Puis, tu sais, c'est surtout des jeunes filles. Fait qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se produire dans le corps de la jeune fille. Fait que là, et à l'externe aussi. Fait que là, tu sais, il y a plusieurs adaptations qui doivent être faites. Puis d'avoir un corset en plus, mais c'est pas facile. Puis dans la vie sociale, ça vient avoir un impact. C'est quelque chose qui se porte en dessous du linge. Fait que c'est pas quelque chose qui est visible nécessairement, mais si quelqu'un vient et te met une main sur une hanche, ben, tu vas sentir que c'est un morceau de plastique. Fait que c'est en plastique, mais la majorité des patients s'adaptent. Ils finissent par le porter de façon régulière. Dans les activités qu'on permet malgré le corset, là, puis on va venir pour le sport, on permet toutes les activités sportives. Fait qu'on permet aux jeunes d'enlever le corset, faire son sport. Fait que s'il y a 3 heures de gymnastique ou s'il y a 2 heures de natation, bien, il fait son activité. Puis après ça, il remet son corset puis il peut continuer. Fait que dans le 23 heures, ben là, on considère que ces 3 heures-là vont partir. Fait que là, le 20 heures qui va rester, ben ça, là, s'il commence à dire, ben je veux pas le mettre parce que je m'en vais ça, puis ça, j'ai pas le goût de l'enlever, j'ai le goût de l'enlever 1 heure avant de me coucher, ben là, lui, il a ses heures qui est en liberté, il est un petit peu, peu plus limité. Mais la conclusion quand même de ça, c'est que même si on a un traitement par corset qui est prescrit, on peut encore une fois pratiquer toutes nos activités, le volume, le nombre d'heures qu'on veut. Il s'agit d'enlever le corset pour faire l'activité. C'est ça. Fait que les joueurs, par exemple, nos joueuses de soccer ou de ceux qui font du hockey, ben, s'ils sont dans un programme sport-études puis qu'ils ont 2 heures de sport l'après-midi, ben, c'est clair dans notre tête qu'ils peuvent le faire. Ils enlèvent le corset pour cette période-là. Super important. Puis, est-ce qu'il y a des activités qui sont avec le corset? Oui, mais c'est pas... si on a une activité le moindrement intense, là, c'est pas évident. Parce que c'est sûr que c'est une espèce de... Il y a un petit foam à l'intérieur du mais c'est comme une orthèse. C'est pas agréable si t'as chaud. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a des corsets plus souples ou qui pourraient comme être compatibles avec l'activité physique ou non? Oui, ben il y a un corset qui s'appelle le Spinecore qui a été popularisé dans les années 90, surtout ici à Sainte-Justine, puis qui se voulait un corset qui avait un côté dynamique. Fait qu'on pouvait corriger certaines courbes et tout ça. Ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est que ce corset-là fonctionnait relativement bien pour des petites courbes. Il n'y a pas nécessairement des courbes qui étaient, même qu'on aurait traité avec des corsets habituellement, fait des courbes en bas de 30 degrés. Dès qu'on dépasse un peu le 25-30 degrés, ça devient moins bon comme corset. Les études qu'on a refaites par la suite montrent qu'il y avait plus de progression qu'un corset régulier. Fait que c'est sûr que si quelqu'un veut absolument avoir un Spinecore, un corset souple, nous, on ne le prescrit plus. Puis on était l'institution qui l'avait développé. Mais si quelqu'un veut absolument avoir ce corset-là, ce qu'on suggère, c'est d'au moins d'avoir des suivis réguliers pour s'assurer que ça ne progresse pas. Parce que si on voit qu'une scoliose commence à progresser malgré un Spinecore, mais là, il faut qu'on ait une discussion avec la famille. Parce que là, on ne veut pas se rendre à la dernière étape qu'on va discuter bientôt. Là, mais la dernière étape, il va falloir qu'on parle de chirurgie. Puis c'est ça qu'on essaie d'éviter avec le corset. Mais donc, dans le fond, l'option du corset rigide, qu'on sait qu'il fonctionne si bien porté et qui permet de faire tout le sport qu'on veut, c'est quand même la meilleure option. Ah oui. Moi, c'est clair. Puis dans les options qu'on a, puis là, l'autre chose que je vais rajouter, depuis quelques années, on voit un shift là, même dans nos
patron de prescription là, à Sainte-Justine, il y a une sorte de corset qu'on met seulement la nuit. Ah. Puis ça, c'est quelque chose qu'on l'a adopté beaucoup pour plusieurs raisons. Parce que, on pense que s'il est bien... C'est un corset qui corrige un peu plus qu'un corset rigide de jour, parce qu'on est capable, quand on est allongé, on corrige une partie de la scoliose, mais en plus de ça, on vient appuyer. Fait que c'est un corset qui est vraiment pas confortable quand on est debout. Si porté debout, là, on n'est pas bien, on est comme twisté sur le côté. Mais quand on est couché, ça vient surcorriger notre déformation. Fait que là, ça, c'est un avantage. Il est porté, on sait qu'il est porté 8 heures parce qu'on dort avec. Puis bon, les adolescents à cet âge-là, ça peut facilement dormir 8, 9, même voire 10 heures. J'en ai 2 à la maison. Puis je sais que le matin, c'est pas tout le temps facile de les réveiller. Fait que la nuit, ça, c'est bien porté. Fait que, donc, l'adoption de ce corset-là est plus facile. Fait que si on a... fait qu'il y a certaines courbes, des petites courbes qui sont flexibles, qui sont lombaires, thoracolombaires, c'est des bons patients pour tenter ce type de corset-là. Si on voit, puis là, selon l'évolution, si on voit que après 6 mois, il y a une évolution puis ça progresse, on a tout le temps l'option de tenir le corset le jour. Fait que ça serait une option qui pourrait être aussi tentée. Si quelqu'un avait un horaire très, très, très... tu sais, je sais pas, c'est un athlète... pré-olympique, là, quelqu'un qui fait, je sais pas, du plongeon, puis qui s'entraîne 6 à 7 heures par jour, peut-être que lui, on pourrait évaluer cette possibilité-là. Sachant que c'est pas encore reconnu comme un corset aussi bon qu'un corset 24 heures sur 24. Puis, est-ce qu'il y a des traitements par corset pour le spondylo aussi? Il y a des traitements par corset, mais ces corsets-là ne se veulent pas pour réduire, mais se veulent plus pour stabiliser, diminuer les douleurs. Fait qu'un patient qui arrive avec des douleurs où ce qu'on va dire, éventuellement, peut-être qu'une chirurgie peut l'aider. Des fois, on va faire un test avec un corset pour voir si l'immobilisation peut aider. Dans les cas où il y a clairement une irritation nerveuse, des fois, on va limiter un peu, parce que c'est vraiment le mouvement qui vient, l'espèce de mouvement entre la zone lombaire qui est mobile, puis le bassin qui est rigide. Cette portion-là peut être un petit peu sous stress, puis s'il y a de l'inflammation qui se fait, à ce moment-là, les nerfs peuvent être un petit peu excités. Fait qu'on peut on va mettre un corset avec une extension au niveau de la jambe pour pouvoir limiter ce mouvement-là. OK. Puis tu avais mentionné quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que un corset, c'est pas fait pour corriger la scoliose, c'est pour empêcher l'évolution. Fait que s'il y a un patient qui est déjà diagnostiqué avec un 30 degrés, on va juste essayer de le maintenir à 30 degrés. D'où l'importance du dépistage le plus rapidement possible. C'est quoi tes recommandations pour les jeunes qui nous écoutent puis leurs parents par rapport à ça? Fait qu'il y a plusieurs... dans le temps, puis ça, c'est même avant moi, là, à l'école, là, mais dans les années... 70 puis 60, il y avait du dépistage scolaire. Fait que, il y avait une infirmière à l'école qui regardait le dos de tous les enfants. Puis il y a peut-être des parents d'enfants qui se rappellent de ça, là. Mais il y avait du dépistage scolaire. Fait que ça, dans les années 80-90, ça a été éliminé parce qu'il y avait, dans le temps, pas de bon traitement pour arrêter ou changer l'évolution d'une scoliose. Les gens disaient qu'il n'y avait pas de preuve que le corset fonctionnait. Puis la dernière chose, c'est la chirurgie. Aujourd'hui, on a des techniques, soit des corsets qu'on peut mettre avant, on a des techniques chirurgicales qui peuvent venir changer l'historique, on peut en parler aussi. Puis après ça, on a des options qu'on peut utiliser plus tôt. Mais là, repartir la machine, de remettre une infirmière dans chacune des écoles, ça va coûter des milliards. Fait que là, ce qu'on propose, nous, c'est que dans l'examen qui est fait par le pédiatre annuellement, on suggère qu'autour de 9, 10, 11, 12 ans, où on voit apparaître les scolioses, que l'examen du dos se fasse. Fait que le pédiatre fait pencher l'enfant, puis il regarde le dos, puis il regarde comment est-ce qu'on voit une bosse apparaître au niveau de l'omoplate ou dans ce coin-là, au niveau de la cage thoracique qui tourne. Ça, c'est une façon. Il y a des méthodes où on pense que les gens pourraient faire ça de l'autodiagnostic à domicile. Fait que j'ai une ancienne fellow qui est rendue en Hollande qui, elle, est en train de vous travailler sur une méthode que tous les parents à un certain âge recevraient
une lettre. Puis c'est une espèce de modèle qu'ils peuvent... C'est vraiment du bricolage, là, mais ils se font leur propre scoliomètre à la maison. Puis ils le mettent sur le dos, puis là, on regarde ça. Fait que ça serait une méthode qu'on pense... Est-ce qu'il y a une technique, mettons, on regarde dans notre contexte plus québécois, là, ou bref, juste avec les saisons, est-ce qu'on pourrait dire aux parents, bon, mais à chaque fois que l'été arrive, on est en maillot de bain, plus facile, faites juste comme regarder vite fait le dos de vos enfants, voir s'il y a quelque chose qui a changé. C'est clair. Puis nous autres, puis la pandémie nous a appris ça, que l'année où ce que les enfants sont pas allés à l'extérieur, n'ont pas joué, sont pas allés à leur cours d'éducation physique, puis sont pas allés à la piscine durant l'année, a eu un impact énorme parce qu'on a vu plein de références tardives. Fait que oui, dans l'année, si on a une piscine à la maison, ben à un moment donné, on peut tout regarder le dos de tout le monde. Moi, à la maison, moi, mes enfants se sont fait regarder le dos une fois par année ou au moins une fois par année. mais oui, ça fait partie de l'exercice qu'on peut faire. Puis un parent qui regarde le dos de son enfant, quelque chose de vraiment simple. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bien, c'est vraiment comme regarder un enfant plonger dans une piscine. Là, on le fait pencher. On regarde les genoux le plus droit possible. On fait pencher l'enfant devant nous. On se met à l'arrière puis on regarde est-ce qu'on a l'impression que le dos est rond, tout rond de façon égale, ou est-ce qu'il y a une zone où qui tourne un peu plus? Puis à ce moment-là, si on voit quelque chose qui est un peu en disant, ben, qu'est-ce que c'est cette petite bosse-là? Des fois, les gens vont dire, c'est un muscle qui est déplacé, puis ça a l'air d'une bosse, puis tout ça. Mais ça, à ce moment-là, il faut contacter son médecin, puis prendre rendez-vous, avoir une radiographie, puis éventuellement une référence en orthopédie. Est-ce que c'est comme super urgent, là, le patient fait pencher l'enfant, voit ça, est-ce qu'il doit s'inquiéter là, directement? Non, on va pas à l'urgence. On va pas à l'urgence pour ça. Là, je ne voudrais pas que l'urgence de Sainte-Justine m'appelle en fin de semaine. Mais non, c'est pas une urgence, mais c'est quand même quelque chose qu'on veut pas laisser aller. Fait que c'est quelque chose qui est sensible à la croissance. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut remettre à l'année prochaine. C'est pas. Fait qu'on veut prendre un rendez-vous dans les prochaines semaines avec son médecin, avoir une radiographie, puis éventuellement une référence en orthopédie. Excellent. On a abordé le sujet chirurgie aussi. Oui. C'est quoi une chirurgie pour une scoliose? Ça, c'est les plus belles chirurgies en orthopédie, c'est ceux-là. Je suis désolé, d'accord. Mais les chirurgies pour scoliose, il y a des chirurgies... On va parler de la chirurgie plus traditionnelle. Puis, depuis une dizaine d'années, à Sainte-Justine, on fait une chirurgie que moi, je considère encore comme expérimentale, mais il y a certaines techniques qu'on peut parler. Fait qu'on parle plus du côté traditionnel, puis on va parler des chirurgies faites pour les adolescents. Parce que plus on est jeune, plus on a de techniques où on vise à éviter les fusions, mais l'idée générale, quand on est adolescent, c'est on est environ à 85-90% de sa taille normale, dépendamment là où on est dans sa croissance. Mais quand on va intervenir du point de vue chirurgical, on va proposer de faire une... Oui, c'est correct. Ça devait m'arriver. C'est correct. On veut faire une chirurgie qui va venir corriger la scoliose, mais surtout venir prévenir la déformation à long terme. Fait que quand on fait une chirurgie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est une chirurgie sous anesthésie générale. Là. Je ne veux pas faire peur aux futurs patients. Ça se fait sous anesthésie générale. C'est habituellement... La très grande majorité de ces chirurgies-là se font dans le dos directement. Fait que le patient est couché sur le ventre. On va exposer la colonne vertébrale, se rendre jusqu'à l'os, puis mettre des vis ou des crochets ou n'importe quoi qu'on peut attacher à la vertèbre. Puis après ça, on va mettre des tiges pour redresser la colonne. Puis ça, c'est la portion où on essaie de limiter l'extension de la chirurgie. On essaie de ne pas avoir... c'est sûr que toutes les dos, je peux les prendre de la base du cou puis jusqu'au sacrum, puis les mettre très droit, là, mais l'idée générale, c'est de limiter cette extension-là, fait que de limiter l'étendue de la fusion. Fait que quand on fait ça, puis là, on vient fixer nos vertèbres ensemble aux tiges, puis on va prendre de l'os au patient, de l'os de banque, là, fait que de l'os de cadavre là, qui a été nettoyé, qui a été stérilisé, puis tout ça. Puis là, on vient mettre ça de chaque côté des tiges, puis on fait un mélange d'os, de sang du patient, puis on met ça de chaque côté. Fait que ça vient de faire une greffe. Fait que la greffe, elle a guéri avec le temps. Puis éventuellement, ça finit par se solidifier. Fait que si on avait à y retourner, parce qu'on y retourne pas habituellement, mais si on avait à y retourner 1 an, 2 ans après,
À la place d'avoir, je sais pas moi, on a fait une chirurgie de T4 à L2, on aurait 9 vertèbres d'inclus là-dedans. Fait que si on retournait, mais on verrait pas 9 vertèbres séparées, on verrait un bloc d'os. Comme si on avait pris un morceau de fémur puis on l'avait mis à la place. Là. Les 2 tiges sont là, le morceau d'os en plein milieu. OK. Fait que le principe, grosso modo, c'est il y a une déformation, on le remet droit. On la fusionne, puis on espère que ça progresse pas trop. Parfait. OK. Ça, c'est le principe. Ça, c'est la chirurgie classique. Classique, traditionnelle. Là, on pense à ça, on se dit, ouais, attends, là, on avait 9 niveaux qui bougeaient, maintenant, ça bouge plus. Qu'est-ce qui arrive avec ça, là? Quelqu'un qui veut faire du sport, quelqu'un qui fait un sport qui implique le dos, des extensions, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec... C'est une bonne question. Fait que c'est impressionnant comment le corps s'adapte. C'est sûr que la portion qui est fusionnée, qui est droite, là, ou qui est fixe, elle n'a plus la mobilité qu'elle avait avant. Fait que dépendamment où on a fait la fusion, fait que si c'est dans la zone de la cage thoracique ou la zone thoracique ou dorsale versus lombaire, ça va avoir des impacts un peu différents. Si on fait une chirurgie dans la zone thoracique, ben là, ce qu'on voit, c'est que les gens perdent un peu, là, puis la façon qu'on l'exprime, là, c'est le dos rond du chat. Là. Fait que, tu sais, faire un dos rond, ça devient beaucoup plus difficile. Faire une hyper-extension, faire des arabesques, ben c'est possible que des arabesques soient un peu plus limitées dans cette zone-là. Si on vient plus dans la zone lombaire, mais là, on parle plus de rotation du tronc. Fait que ces mouvements-là sont plus difficiles. Mais moi, l'exemple qu'on donne tout le temps, on a tout le temps des exemples d'athlètes professionnels qui ont réussi. Là. Mais Stacy Lewis, qui est une championne de la LPGA, elle est fusionnée jusqu'à L4. Là. Je veux dire, puis elle drive plus loin que moi. Là, fait que au golf, tu sais, elle est vraiment bonne. Fait que c'est pas parce qu'on est fusionné qu'on n'est pas capable de faire un sport. J'ai personnellement plusieurs athlètes qui sont retournés à un niveau de compétition qui était le même qui était avant la chirurgie. On va parler du délai, mais j'ai eu des athlètes qui sont retournés midget 3 au hockey, j'ai eu une qui est en première division au basketball aux États-Unis dans les collèges américains. Fait que, tu sais, c'est pas impossible de retourner à son activité. Donc, même dans cette troisième option-là de chirurgie qu'on a parlé, que c'est quand même assez majeur comme intervention, il faut retenir le message que ça signifie pas un arrêt de sport après. Non. C'est possible que... Puis là, j'ai des athlètes à qui on a fait la chirurgie à un moment où c'était des moments charnières de leur carrière, puis qui ont décidé d'arrêter par la suite parce qu'ils étaient peut-être en train de dire, ben moi, j'atteindrai peut-être pas la Ligue nationale au hockey, puis des choses comme ça. Mais il n'y a jamais eu de limitation de notre côté pour dire, tu ne retournes pas faire ton sport. OK, parfait. C'est super important, ça, pour les jeunes. Oui. Puis, ça va avec la question classique, là. Combien de temps après la chirurgie on retourne au sport? Oui. Fait que ça, le timing, on peut parler de deux choses. On peut parler du timing de la chirurgie, puis on peut parler du moment où on retourne au sport. Premièrement, le timing, si on est rendu après là, la grosse poussée de croissance, puis qu'on est dans une zone où ça évolue un peu plus lentement, mais qu'on a quand même une déformation importante, on peut toujours reporter la chirurgie à une date ultérieure. Ça n'aura pas beaucoup de conséquences sur son activité, ça n'aura pas beaucoup de conséquences sur la correction qu'on peut avoir, mais ça peut avoir des conséquences sur la récupération. On récupère un peu mieux quand on a 15 ans que quand on a 35 ans, mais des chirurgies chez les adultes, on peut en faire. Fait que c'est pas une limitation dans le temps. Maintenant, une fois qu'on a fait la chirurgie, si on retourne au sport, habituellement, on va donner l'autorisation. Les 3 premiers mois, ils vont trouver ça difficile. C'est quand même une chirurgie majeure. Les 6 premières semaines, quand ils reviennent à la clinique, là, au bout de 6 semaines, puis ils viennent nous revoir, ils sont pas en train de vouloir sauter partout. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais à 3 mois, ils peuvent commencer à faire certaines activités. Ils peuvent nager, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire de la course à pied progressivement. On va retourner les activités comme du sport organisé à 6 mois, puis on peut entrevoir du sport de contact à partir d'1 an après la chirurgie. C'est surtout par précaution. Là. Si quelqu'un était en train de dire, ben moi, je veux retourner à mon sport à 10 mois post-op,
on pourrait discuter, là, mais c'est ça. Fait que, absolument 6 mois avant de recommencer. Donc, c'est vraiment des critères de temps. Tu sais, comme nous, avec nos chirurgies au genou, par exemple, avant, c'était vraiment des critères de temps pour retourner au sport. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas les meilleurs critères. Donc, maintenant, on a ajouté plein d'autres choses. On a des batteries de tests pour être sûr qu'ils sont prêts. Est-ce que vous faites des tests particuliers, pour dire, OK, oui, à 6 mois, tu es prêt, ou c'est vraiment, bon, ça fait 6 mois, tu as fait ton temps, tu peux recommencer? En fait, on les voit 6 mois, là, mais on n'a pas un examen ou un test à faire pour qu'il va l'éclairer. On a certainement une radiographie. Ça, c'est déjà de voir à 6 mois qu'il n'y a pas de bris dans le montage, qu'il n'y a pas eu de perte de correction, puis que c'est quand même bien toléré. Puis après ça, l'examen clinique, là, l'interaction avec le patient, est-ce qu'il y a beaucoup de douleur, est-ce qu'il y a certaines modifications, puis quand ils vont le voir, quand ils vont recommencer à 3-4 mois à réintroduire certaines des activités, si le lendemain d'une activité, ils sont couchés sur le dos puis ils sont pas capables de sortir du lit, là, c'est peut-être pas... C'était peut-être trop vite. C'était peut-être trop vite. Fait que ça, le retour au sport, c'est une thématique qui est super populaire en médecine du sport pédiatrique. On en parle beaucoup au niveau du genou. Puis c'est certain que le rachis fait un petit peu un apport de la médecine sportive, bien entendu, mais ça fait quand même partie des problèmes de nos athlètes. Dans les cercles scientifiques, plus de rachis, est-ce que c'est quelque chose qui se discute, comme vraiment le retour au sport, les problématiques associées? Est-ce qu'on devrait être plus intense sur les tester avant de retourner au sport? Est-ce qu'il y a des complications qui peuvent arriver à cause de la chirurgie, etc.? Oui, non, c'est toutes des bonnes questions. On a eu... en fait, moi, j'ai co-organisé un webinaire sur le sujet, la Scoliosis Research Society. Donc, on a eu un webinaire, je pense que c'est en janvier ou en février qu'on a eu ce webinaire-là. Puis on avait différents... auteurs ou spécialistes de notre groupe qui sont venus discuter. Fait que, puis on avait pour les tout petits, là, fait que les scolioses plus infantiles, où ce qu'on parlait de techniques de croissance, puis tout ça plus. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Les adolescents, on a eu même les adultes, on a eu le retour au sport pour les adultes même. Mais, fait qu'on a eu, oui, c'est un sujet, il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus, puis les chirurgiens de la colonne, on est des gens qui sont un peu plus conservateurs là, de notre nature. Là, on fait une chirurgie qui pas qui sont dangereuses du point de vue neurologique. Là, fait que notre prémisse, habituellement, on veut être plus précautionneux. Fait qu'on est peut-être plus... on fait plus attention, je pense. On est peut-être plus peureux par rapport à un retour éventuel, mais je pense que le balancier, présentement, montre qu'on peut les retourner au sport plus rapidement. 6 mois, avant, c'était 12 mois pour tout, puis 2 ans pour les sports de contact. Là, on est plus rendu à 12 mois pour les sports de contact, 6 mois pour tout. Puis il y a des gens qui commencent à dire, à 4 mois, pourquoi on ne retournerait pas? Fait que, je pense qu'on s'en va vers plus agressif. Puis j'entends le mot complications neurologiques. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait faire peur à des parents. Par exemple, mon jeune a eu une chirurgie dans la colonne. Est-ce qu'il est plus à risque d'être paralysé s'il fait un sport? Non. Ça, c'est une bonne question, Marilyn. L'évidence, puis ça, c'était fait dans des grosses études. Là, un des présentateurs dans notre webinaire, c'est Alex Vaccaro. Puis Alex Vaccaro, c'est quand même quelqu'un de relativement connu dans le domaine orthopédique puis de la colonne. Puis lui, il fait beaucoup... je pense qu'il est le staff surgeon pour les Eagles de Philadelphie, qui est une équipe de football de la NFL. Puis ce groupe-là, ce groupe-là s'est penché sur la question, puis ils ont regardé même des patients qui avaient eu des lésions, qui avaient été opérés dans la région du cou, qui est quand même une région à risque là, pour des linemen. Il disait qu'il n'y avait pas de limitation pour le retour. C'est juste une question de quand est-ce qu'on le fait. Puis là, c'est des gens qui ont des carrières, tu sais, qu'il y a des millions d'associés à ça. C'est sûr que si quelqu'un vient me voir, moi, puis qui me demande, tu sais, est-ce que je peux continuer à jouer au football, je vais avoir une conversation avec eux autres par rapport à qu'est-ce qui est la motivation? Puis c'est quoi les chances qu'on se rende à la NFL? Puis quelles sont les chances qu'on vive de ce sport-là versus qu'on ait une lésion neurologique? Parce que c'est sûr que quand on enlève une portion de l'absorption de la colonne quand on fait une fusion. Fait que si on enlève 2 ou 3 niveaux, ben c'est sûr qu'on on augmente le risque qu'une lésion survienne, mais
dans les grands cercles, dans les sports professionnels, c'est pas une limitation. OK. Donc, la réponse est non, probablement. Non, probablement pas, mais c'est comme, on va quand même avoir du cas par cas. Puis moi, j'ai des patients que j'ai, dépendamment de la lésion, que j'ai dit, tu devrais peut-être changer de sport. Puis ça, dépendamment comment c'est vu, il y a des patients qui disent qu'ils sont très contents, qu'ils sont heureux d'avoir, s'ils ont eu un accident d'auto, puis que j'ai récemment opéré un patient qui a fait un plongeon dans une piscine avec peu d'eau, puis il est chanceux, il s'en sort pas de lésion neurologique, parce que c'est souvent ça qui se produit dans ces cas-là. Puis, la conversation après ça, s'il me revient puis il me dit, j'aimerais ça faire j'aimerais ça être plongeur, peut-être qu'on va avoir une conversation plus que 2 minutes. Mais ça, c'est plus pour les cas de trauma, par exemple, mais vraiment les cas de scoliose, a priori, après une fusion pour une... Oui, parce que c'est plus bas, habituellement, c'est dans la région thoracique, fait qu'on les limite pas. On n'a aucun problème, puis il n'y a pas plus de risque. Non. OK. Puis dernière question par rapport à ça, est-ce qu'il y a des sports qui sont non recommandés complètement après une fusion? Tu sais, comme 12 mois plus tard, là, on dirait que c'est comme le temps à faire après. Est-ce qu'il y a des choses qu'on dit, là, tu devrais pas faire ça? Je vais faire attention à tous les patients à qui je l'ai déjà dit, mais à la blague, je dis que le parachutisme et le bungee sont pas des bonnes options. Mais ça, c'est plus parce que je pense... Mais c'est pour tout le monde, ça. mais sinon, il n'y a pas de limitation. Il y a vraiment pas de limitation. C'est sûr que si quelqu'un venait me voir et disait je veux recommencer à faire du parachutisme, puis je veux faire ça comme professionnel, on aurait là aussi une conversation en disant si tu as un accident, mais en même temps, si ton parachute se déploie pas à 10 000 pieds, c'est possible que ça soit pas la scoliose que tu as opérée qui va t'empêcher de... Fait que non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limitation. OK, super. Puis du côté de la spondylolisthésis, est-ce que c'est un cas où que tu opères fréquemment ou c'est pas des cas? Bonne question. On en voit quand même pas mal, des spondylolisthésis, puis on en opère pas beaucoup. Il y en a je suis plusieurs athlètes qui n'ont pas de limitation, que le spondylo a été découvert lors d'un événement douloureux, d'une lombalgie ou d'un événement où ils ont eu mal au dos, puis qu'ils ont fait une radiographie, puis on s'est aperçu qu'il y avait un spondylolisthésis. Mais quand on a fait de la physio, qu'on a travaillé sur les abdominaux, puis qu'on a travaillé sur toute la récupération autour de ça, puis nos athlètes sont souvent bien encadrés par rapport à ça, par rapport à la physio. Fait que si on a un bon programme, qu'on travaille bien tous les éléments du tronc, là, fait que le core, ça, on est capable de retourner puis garder son activité à très haut niveau. Si on est dans une situation qu'on commence à avoir des douleurs dans les jambes, fait que des douleurs neurologiques, qu'on a de la misère à marcher, se tenir debout de façon prolongée. Là, c'est plus de l'irritation nerveuse. Là, à ce moment-là, on va probablement rentrer dans un cadre où on va vouloir faire une chirurgie. La chirurgie, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est une fusion, mais plus courte. Mais ça aussi, après un certain temps, on peut retourner à ses activités. Mais c'est pas parce qu'on a un spondylolisthésis qu'on a nécessairement une chirurgie. Puis si, tu sais, là, on a parlé de signes neurologiques, etc., que tu irais plus vers la chirurgie, mais il y a des grades différents de spondylolisthésis. Oui. Est-ce qu'il y a les grades un peu plus élevés, sans symptômes neuro? Est-ce que tu restreins les sports comme la gymnastique où on va beaucoup en extension ou pas du tout? Non, okay. je restreins pas. Puis je dois dire que pour les hauts grades, notre équipe fait, pas bande à part, mais on pousse un peu les recommandations. Quand un patient vient nous voir puis ils ont zéro symptôme, vraiment zéro symptôme, on a tendance à les observer. Okay. Ce qui n'est pas nécessairement ce qui est recommandé dans la littérature. Dans la littérature, on disait dans le temps qu'un spondylo, il y a différents grades, comme tu disais, mais en gros, là, quand le glissement d'une vertèbre par rapport à l'autre est plus que 50%, les gens avaient tendance à recommander une chirurgie pour pas que ça progresse plus que ça. Nous, s'ils sont asymptomatiques, là, vraiment sans symptômes, même un glissement à 75%, on va l'observer. C'est sûr que on va l'observer un peu plus... De façon serrée. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis il va quand même avoir une résonance. Puis tu sais, il va y avoir plusieurs examens qui vont nous rassurer. Mais non, j'ai pas tendance à limiter les activités. OK. Mais c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a... On a quand même parlé pendant un petit moment, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait à ajouter pour notre public cible là, de jeunes là, qui font du sport et leur écosystème qu'on n'aurait pas parlé à date? Hein? Non, je pense que juste de réitérer le fait que c'est pas parce qu'on a un problème au dos que nécessairement les activités vont arrêter, puis qu'on est
pour des gens qui font des fusions, on est quand même assez flexible par rapport à comment on encadre ces affaires-là, puis comment on peut aider les différents sportifs à continuer leur activité. Nous autres, c'est vraiment ça qu'on veut. Il y a certains patients qui vont avoir besoin d'une chirurgie, puis ça fait partie de la vie, mais on est capable de s'adapter par rapport à ça. OK. Donc, c'est vraiment le message clé à retenir de cet épisode. Scoliose, spondylo, problème de rachis n'égale pas contre-indication à faire du sport. Absolument pas. Puis ça veut pas dire, si on a ça, qu'on a un dos plus faible, qui, encore une fois, fait en sorte qu'on ne devrait pas faire de sport. Au contraire, l'idéal, c'est de rester en forme puis de s'impliquer dans le sport. Absolument. Super, mais merci beaucoup. C'est super intéressant. C'était vraiment intéressant. Vas-y.